Nous avons avec nous en ligne Madame José Scalabrini. Madame Scalabrini est donc en ligne avec nous. Elle est présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement du Québec. Bon après-midi, Madame Scalabrini. Bon après-midi à vous. Bon, Madame Scalabrini, il y a un nouveau gouvernement, un nouveau conseil des ministres qui a été formé. L'école, on sait, a beaucoup de problèmes. On parle de pénurie de main-d'œuvre, on parle de COVID. C'est des priorités par-dessus priorités. Alors, quelle est la priorité la plus prioritaire? La grande priorité, c'est revaloriser la profession enseignante. Parce que vous avez dû remarquer que depuis la mi-août, on ne parle que de pénurie en éducation. Si on parle de pénurie, c'est parce qu'on manque d'enseignants. Et pourquoi on manque d'enseignants? Parce que depuis 20 ans, la profession enseignante n'a pas eu de leader, quelques gouvernements confondus, pour redonner les lettres de noblesse à la profession enseignante. Donc, il faut envoyer des signaux rapidement aux jeunes au Québec de devenir enseignants et aux enseignants qui sont là de ne pas quitter. Et ça va se passer par la composition de la classe. Vous savez, on a beau avoir un nouveau gouvernement, dans quelques semaines, on sera en négociation. Pas qu'on voulait être en négociation parce que la loi fait qu'on sera bientôt dans une négociation. Donc, on a un nouveau ministre de l'Éducation qui devra rapidement, M. Drainville, nous montrer qu'il est vrai que l'éducation est une priorité pour ce gouvernement-là et qu'il pose des gestes pour donner le goût aux gens de venir en éducation ou de rester en négociation. Mais entre-temps, de rester en éducation, excusez. Oui, mais entre-temps, Madame Scalabrini, il y a un problème de pénurie de main-d'œuvre un peu partout, mais en éducation, c'est vraiment très criant, c'est évident. Et les gestes qui ont été posés, en tout cas le signal qu'on semble donner, c'est de permettre à des gens qui ne sont pas nécessairement qualifiés d'exercer la profession temporairement en attendant de faire ce qu'il faut pour faire en sorte que ces gens-là aient les capacités. Alors, c'est autant de gestes qui ne donneront pas les lettres de noblesse à la profession. Il y a une façon de gérer cette pénurie-là et justement, parce qu'on a des gens qui ont accepté, même non légalement qualifiés, de venir prêter main forte aux enseignants, il faut tout faire pour bien encadrer ces gens-là. Il faut tout faire pour donner le goût à ces gens-là qui ont levé la main, qui ont dit présent, pour qu'ils restent avec nous et qu'ils aient le goût d'aller chercher leur pédagogie. Donc, c'est pour ça qu'on a vécu quelque chose de nouveau à la rentrée scolaire pendant tout l'été. On a regardé avec le ministère de l'Éducation des solutions pour aller aider dans les milieux en tenant compte des réalités locales. Et il y a donc 14 millions qui ont été dégagés cet été. Des projets ont été présentés par les centres de services scolaires et les syndicats ensemble pour dire si vous nous donnez ces sous-là, nous, c'est comme ça qu'on va venir aider nos non légalement qualifiés. C'est comme ça qu'on va aider nos non légalement qualifiés. Tout dépend du milieu où on était. On a trouvé des solutions différentes. Donc, on va regarder aller ces solutions-là. Ce sont comme des projets pilotes pour la négociation qui s'en vient. Mais au-delà de ça, on sait déjà. Le premier ministre a dit, en tout cas, ce que M. Drainville a dit dans les médias ce matin, il faut d'abord et avant tout aider nos élèves en grande difficulté. Donc, nous, ça fait des années qu'on le dit, qu'on a des solutions pour aider nos élèves en grande difficulté. Et ça passe d'abord et avant tout par la composition de la classe. Donc, on répond présent, on dit, nous, M. Drainville, si c'est vrai que vous nous tendez la main et que vous avez le goût qu'on travaille ensemble pour trouver des solutions, nous allons trouver des solutions ensemble.
Madame Scalabrini, on a l'expérience de la COVID. C'était un problème qui concernait pas seulement le ministre de la Santé, c'était le Premier ministre qui était le leader, qui a pris la tête de l'équipe, n'est-ce pas, et à charge de trouver des solutions à ce problème de main-d'œuvre. Et à ce moment-là, c'était les préposés aux bénéficiaires. On a vu le travail qui a été fait et puis c'était un branle-bas de combat pour arriver à enrôler, entre guillemets, de jeunes avec des salaires qui étaient, qui étaient bonifiés et tout ça. Aujourd'hui, on ne sent pas le Premier ministre s'attaquer à ce problème de main-d'œuvre dans l'enseignement autant qu'il l'a fait lorsqu'il s'agissait de pénurie de main-d'œuvre dans le système de santé. Est-ce que ça vous inquiète, ça, là? Moi, je vous dirais que le modèle qui a été utilisé pour venir aider dans nos centres de santé avec les formations accélérées des gens qui sont allés faire cette formation-là de préposés aux bénéficiaires, c'était pas la recette idéale. Parce que vous savez, ils ont ouvert pour 10 000 postes de gens à qui ils ont donné un financement pour dire venez suivre le cours. Le cours qui a été fait en accéléré n'est pas un cours de préposés aux bénéficiaires. On sait que c'était seulement un aide proposé aux bénéficiaires qu'on a reconnu comme des proposés aux bénéficiaires. Et de ces 10 000 jeunes-là, ou personnes qui sont venues prêter main forte, on nous dit qu'il y en a énormément qui ont déjà quitté le système. Nous, ce qu'on veut pour l'éducation, c'est que ensemble, on s'assoit et qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut faire pour aider notre système d'éducation. Et comme je l'ai dit tantôt, là, on en a des solutions. On veut s'asseoir avec le gouvernement, regarder, parce que pendant la pandémie, quels ont été les plus grands coups du ministre de l'Éducation qui était là? C'est qu'on a vécu quelque chose qu'on n'avait jamais vécu dans les 20 dernières années. On s'est mis à se parler entre partenaires de l'éducation. On a fait des choses, les partenaires de l'éducation, ensemble. Et ça, nous, on espère que cette façon de se parler-là, de travailler ensemble, M. Drainville gardera ces bons côtés-là qu'avait eu M. Roberge. On n'était pas toujours contents après M. Roberge. On n'a pas toujours été contents des décisions. Mais le fait d'avoir permis aux partenaires de l'éducation de se parler, ça, c'était un bon coup. Et c'est comme ça qu'on peut aider à revaloriser la profession et à donner le goût aux gens de venir en éducation. Alors, c'est exactement ce que je veux continuer à dire parce que lorsqu'on parle du ministre de l'Éducation, on semble croire qu'il a tous les pouvoirs. Or, Monsieur Legault a donné le ton avant ou après avoir assermenté ses ministres en disant « pas de chicane dans ma cabane ». On voit que c'est Monsieur Legault qui mène. Or, le dossier de l'éducation semble, oui, un dossier prioritaire, mais c'est un dossier du ministre de l'Éducation et pas du Premier ministre. C'est dans ce sens-là que je vous demande, est-ce que ça ne devrait pas vous inquiéter, vous, du domaine de l'éducation? Moi, j'ai le goût de vous dire que quand les commandes viendront de trop haut, donc du Premier ministre, oui, ça va m'inquiéter. Parce qu'on l'a vu en temps de crise, les fois où on a été le plus en problème pendant toute cette crise-là, c'est quand le premier ministre allait annoncer des choses directement en conférence de presse, mais que son ministre de l'Éducation et son équipe au ministère n'avaient pas vu venir et qu'on réussissait pas à mettre en application des ordres que donnait le premier ministre. Moi, je pense qu'il doit donner les coups des franches à son ministre de l'Éducation. Il est vrai que son ministre de l'Éducation veut d'abord écouter, regarder et comprendre les besoins. Nous, on est là pour travailler avec lui, mais il faudra qu'on ait des gestes concrets, qu'on a cette écoute-là et qu'on peut vraiment travailler ensemble. C'est plus qu'un discours. Dire que l'éducation est une priorité, ça peut se constater que l'éducation est une priorité par les gestes qui sont posés et les enseignants, présentement, sont en attente de ces gestes-là.
Et un dernier mot par rapport à la COVID. La nouvelle règle, c'est que on dénombre plus, on ne compte plus les enfants atteints de COVID-19. Est-ce que pour vous c'est correct? Est-ce que ça signifie que la COVID est derrière nous? Est-ce que ça signifie qu'on banalise la COVID? Comment vous interprétez cette nouvelle donne-là? La COVID n'est pas derrière nous. La COVID est encore là et d'ailleurs, on exige encore que des gens qui testent positifs soient 5 jours vraiment en isolement, ne viennent pas dans nos écoles et 5 jours avec un masque. Le problème, c'est qu'on ne reconnaît pas. Les élèves, le calcul est fait, les absences sont prises. Là, on le sait que mais chez le personnel enseignant, c'est là que le calcul n'est pas pris. On était capable de nous dire qu'il y a eu des journées qui ont manqué jusqu'à, pas des journées, mais depuis le début de l'année, il y avait eu 4000 absences d'élèves, mais chez les enseignants, on pouvait pas nous donner ces chiffres-là. Moi, je pense que faudra ajuster cette nouvelle réalité-là. Et si on demande à des enseignants de rester à la maison et de prendre les banques de congés maladie que tu as dans une année, généralement, tu as 6 jours dans une année, mais qu'on peut mettre 2, 3, 4 fois en confinement des enseignants 5 jours à la maison, faudra qu'en quelque part, il y a quelqu'un qui ajuste ces congés-là parce que c'est pas normal. Les gens ne voudront plus se tester parce qu'ils vont dire, ben, j'ai pas de test positif, donc je peux venir enseigner. On sait que le virus est encore là, le virus peut encore se propager et que pour une tranche de notre société qui a une santé plus fragile ou qui sont plus âgés, ça peut encore être dangereux. Donc, je pense que les règles à donner en lien avec le COVID, ce n'est pas encore clair pour tout le monde. Il y a encore des ajustements à faire et même pour ça, on sera prêt, nous, à regarder avec le gouvernement qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, pour tenir compte de la réalité. José Scalabrini, présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement, je vous remercie d'avoir pris du temps encore une fois de nous parler cet après-midi. Un plaisir. Bon vendredi à vous. À vous aussi, Madame Scalabrini. Merci. Au revoir. Bye bye. Au revoir.